Da Zdarovia, comme on dit dans la famille Dracul, le dragon. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en triplex de Koh Samui, Paris et Biarritz. Je suis votre hôte, Vlad Weber, et j'ai traversé des océans de temps pour vous apporter ce podcast. Et mes suceurs sont... Laurent Vachaud, Podcast of the Night, What Music They Make. Philippe Sedbon, qu'ils aillent tous se faire empaler. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Bram Stoker's Dracula, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, pour Bram Stoker Dracula. En fait, Francis Ford Coppola, Bram Stoker Dracula, c'est le titre le plus long de l'histoire du cinéma. Et donc, 1992, une année dominée au box-office par, ça va faire plaisir à Philippe qui aime bien les félins, Sharon Stone, qui montre sa chatte dans Basic Instinct, et Mel Gibson et Danny Glover. Cette année voit aussi naître un formidable acteur du nom de Barry Keoghan. Avant que Laurent nous raconte la genèse du film, une genèse qui remonte, qui a des millénaires à la manière du comte Dracula lui-même, n'oubliez pas de liker, donc de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. Et surtout, likez et souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenhoff, Laurent, le comte Laurent, la balle est dans ton camp. Alors bon, ce film arrive en fait d'un moment de la carrière de Coppola où il est depuis toujours en train de faire des films de commande, hein, parce il a quand même été tellement ruiné par l'échec du film One from the Heart en 82 qu'il a pratiquement plus fait que des commandes, hein, avec plus ou moins de bonheur. Il avait d'ailleurs fait Le Parrain 3 surtout pour ça, hein, parce que c'était pas un film qu'il voulait faire. Ce film, là, Dracula, en fait, est initié, ça vient en fait d'un scénario d'un type qui s'appelle James V. Hart, qui avait écrit le Hook de Spielberg et qui s'était un peu fait une spécialité de revisiter les vieux mythes, hein, comme ça. Donc là, c'est pas spécialement revisité, puisque comme le titre l'indique, ils reviennent en fait à l'œuvre originale, hein, puisque c'est Bram Stoker, l'auteur du roman Dracula, et ils essayent de l'adapter le plus fidèlement possible, enfin, en prenant quand même des grandes libertés, surtout sur le plan du style, de la déco et tout ça, hein, parce que là, il y a quand même des choses qui viennent pas du tout du roman. Mais c'était un peu la mode. Il y a eu à peu près, je crois, les mêmes producteurs après ont fait avec Kenneth Branagh, Marie Shelley's Frankenstein. Donc il y avait toute une idée comme ça de faire plein de films qui essayaient d'adapter, de revenir à l'œuvre originale. Dans un autre style, il y avait eu des années avant le Greystoke de Hugh Hudson aussi, un petit peu, hein, comme ça, qui essaye de te raconter une histoire que tu connais déjà, mais en revenant à la source originale. Donc là, bon, bah, l'histoire de Dracula, en fait, on la connaît depuis, je sais pas, j'ai pas référencé le nombre de Dracula qu'il y avait, mais je pense que le premier, ça doit être Nosferatu de Murnau, hein, qui était Ouais. une adaptation déguisée, puisqu'ils n'avaient pas les droits. Je crois que c'était encore, c'était pas dans le domaine public à l'époque, puis c'était les années 20. Et bah, on voit très bien que ça décrit déjà, hein, ça commence en fait au moment du voyage de Jonathan Harker vers les Carpates, puisque Jonathan Harker est un mec qui est envoyé par un cabinet immobilier, il faut un notaire londonien, parce que le comte veut acheter des propriétés à Londres, hein, donc il va lui faire signer des papiers dans son château, et après, le mec le garde captif dans son château, et lui part en Angleterre pour retrouver la femme. Alors c'est là où Coppola, je crois, prend des grosses libertés, parce que là, on est dans des histoires de réincarnation, hein, de choses sur des siècles comme ça, puisque ça commence en fait à l'époque de Vlad l'Empaleur, hein, puisque on désigne dans le film
la vraie inspiration du personnage de Dracula, alors que dans le roman de Bram Stoker, c'est pas du tout comme ça, puisque le roman de Bram Stoker, enfin, dans mon souvenir, hein, parce que je l'ai lu il y a quand même quelques années, c'est surtout un roman épistolaire, hein, c'est-à-dire c'est pas du tout... C'est un roman, effectivement, de 1897, uniquement épistolaire. Voilà. Tout, que ce soit les... Alors que là, bon, ça commence quasiment, il y a une sorte de prologue hein, qui a l'air d'un film presque moyenâgeux, enfin, avec des costumes délirants japonais. Hein, donc ça, il y a une espèce de mélange d'influences qui est assez... Enfin, moi, je trouve qu'il donne son cachet un peu au film, hein, son identité. Alors, il y a des gens qui l'aiment pas, hein, justement, à cause de ça, parce que ça peut vraiment déconcerter au début, surtout par rapport aux Dracula qui ont été faits avant. Mais disons que ça donne un côté très... moi, en fait, je pense que ce film... moi, j'aime beaucoup Ken Russell. Et je pense que c'est un film de Ken Russell, Dracula. C'est drôle parce que j'ai pensé aussi que c'était un film de Del Toro, parce que Guillermo del Toro adore ce film, et il y a ce même côté... Ça vient après. après. Je veux dire, ouais, c'est ça, tu parles effectivement, oui. C'est les héritiers et à la fois, c'est les successeurs. Coppola, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'il ne fait pas seulement l'histoire de Dracula, enfin l'adaptation de Dracula, c'est qu'il fait rentrer là-dedans tout, quoi. C'est-à-dire l'histoire du cinéma. T'as des influences, mais de partout. T'as les gravures de Gustave Doré. Enfin, t'as une sorte de pot pourri de toutes les influences horrifiques liées aux vampires. Je te dis, il y a toute cette séquence où il emmène Mina au cinématographe, tu vois, c'est-à-dire qu'il peut pas s'empêcher de faire... Il peut pas raconter juste l'histoire de Dracula, faut qu'il fasse rentrer dedans presque tout le siècle. Philippe, cette séquence où il emmène Mina au cinématographe, ça t'a rappelé la première fois que tu voyais un film aussi, non? Oui, mais c'est moi qui l'avais réalisé, surtout. Et donc, moi, c'est ça que j'aime bien dans ce film, hein, c'est que, à la base, je suis pas un très grand fan des films de Dracula ou des films de vampires, j'en aime bien quelques-uns, mais ce film-là, moi, m'avait complètement surpris, parce que c'était pas du tout ce que j'attendais. Alors, on peut trouver ça kitsch, comme certains films de Ken Russell, hein. On peut trouver ça pas forcément de très bon goût par moment. Il y a des gens qui trouvent que les acteurs ne jouent pas très bien. Moi, j'ai juste une grosse réserve sur Keanu Reeves, hein, qui est Écoute, on va parler du casting, là. D'ailleurs, ça va bientôt être à Philippe. Mais donc, au départ, c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait, James V. Hart, l'auteur dont tu as parlé, le scénariste, le V au milieu, c'est pour vampire, bien sûr, écrit ce scénario. Et Winona Ryder est très intéressée et elle l'amène à Coppola parce elle avait peur de s'être brouillée avec lui après avoir refusé de faire le parrain numéro 3 que notoirement sa fille ferait. Je crois pas qu'elle avait refusé, c'est qu'elle devait le faire et je sais pas si elle a eu des problèmes Des problèmes de santé, je crois, c'est ça, non? Mais Ouais. elle a pas pu en fait faire. Elle est tombée, elle a été arrêtée comme on dit. Hein, C'est ça, par mais toujours est-il qu'elle revoit Coppola quelques temps après et qu'elle lui parle tout d'un coup de Dracula et elle voit le gros œil de pachyderme à l'époque de Coppola avant qu'il ne perde du poids, tu vois, qui s'allume parce qu'il avait donc joué Dracula quand il était jeune au camp de théâtre quand il était enfant et que c'était un truc qui lui tenait vraiment à cœur et tout d'un coup il a besoin effectivement après les échecs au cinéma, de revenir en salle. Et il pense qu'avec ce film, il va pouvoir tout d'un coup se remettre en salle. Et ce qui l'intéresse, et ce qui intéresse aussi Winona Ryder, et ce qui n'est pas énormément non plus dans le livre, c'est le côté histoire d'amour, Roméo et Juliette, plutôt Romero et Juliette, puisque c'est un mort vivant. Ouais, alors ils avaient vendu ça, je me souviens à l'époque. Ça fait un peu sourire maintenant quand tu le revois, mais ils avaient vendu ça comme une sorte de film érotique. C'est-à-dire que, puisqu'en plus c'est l'année de Basic Instinct, tu vois, c'était le côté torride, avec deux jeunes acteurs hot, tu vois, parce que Ouais. Gary Oldman était un jeune acteur à l'époque. Winona Ryder, qui pour moi a jamais été spécialement sexy, mais donc il y avait une espèce d'image comme ça de côté, on vendait ça sur un côté un peu érotique, qui finalement est assez peu présent dans le film. Hein. Je veux dire, Oui, c'est très romantique, c'est plus proche de Titanic ou plus proche même des romans harlequins ou tu sais, de ce côté, ce qu'on appelle le Young Adult Novels, Philippe, tu sais, qui sont ces nouveaux romans qui sont destinés aux adolescents et qui sont comme Twilight, d'ailleurs, qui est l'héritier un petit peu de ce vampire romantique amorcé par Anne Rice. Avec les stats, donc il y avait le côté homoérotique qu'on ne retrouve pas ici, mais il y avait déjà tout d'un coup ce côté très romantique qu'on retrouve dans Interview with a Vampire.
ils avaient déjà voulu donner un côté érotique aux vampires dans l'adaptation de John Badham en 79 avec Frank Langella qui avait des scènes un peu chaudes avec la comédienne qui s'appelait Kate Nelligan à l'époque. Bon, parce que forcément, le côté vampire, hein, je plante mes crocs dans ton. Il y a toute une allégorie sexuelle par rapport à ça. Très Mais je trouve que forte. quand tu vois le film, bon, il y a un peu ça. Puis tu avais le sida à l'époque aussi. T'avais, tu sais, tous ces plans sur les globules rouges, parce que quelque part, tu transmets la maladie du vampire. Enfin, quand tu mords, comme ça, tu Mm. rends les gens contaminés. Donc, on était encore en 91, 92, on était encore en pleine période de sida. Donc, on sent que ça a dû influencer certaines scènes aussi. Voilà, moi, je trouve que c'est un film patchwork imparfait, hein, c'est pas. Mais il y a vraiment, je trouve quand même, il arrive à faire un film personnel avec tout ça. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même, moi je pense qu'il s'est identifié à Dracula, hein, comme Orson Welles s'était d'ailleurs identifié à Dracula quand il faisait les pièces radiophoniques, hein, donc c'est peut-être aussi ça qui a dû le guider. Mais tu peux voir, par exemple, quand tu vois Jonathan Harker à un moment qui part vers les Carpates, hein, dans ces espèces de séquences qui ont dû être tournées avec des trains électriques, je sais pas, enfin c'est assez old school, hein, On comme va en truc. parler de ça aussi, des T'as effets un peu spéciaux, l'impression ouais. que c'est un peu le, tu vois, tu sens qu'il va voir le colonel Kurtz un peu, tu vois, il y a un côté comme si tu avais le voyage de Willard vers le colonel Kurtz quand t'as ce type qui va dans les Carpates comme ça. C'est vrai. T'as les yeux de Dracula qui sont dans le ciel, tu sais, quand le mec est dans le train Ouais. comme ça, et tu vois les yeux du vampire C'est dans le ça. ciel. Il Et y a, il ça, y a c'est toute un une... plan qui vient d'un film japonais qui s'appelle Kwaidan, hein, Ah, c'est-à-dire c'est ça. qui a eu une grosse influence aussi sur Mais Dracula, il y quoi. a toute une philosophie lo-fi dont on va parler du film, effectivement, qui vient des films muets et qui donne un look très particulier au film. Mais dans podcast, il y a cast. Philippe, c'est à Oui, toi. c'est vrai. Bravo pour la transition. Alors, je trouve, quand tu vois l'affiche et que tu lis la distribution, c'est extrêmement alléchant parce qu'il y a quand même un paquet de bons acteurs dedans. Et moi, ce qui Ouais. m'a toujours surpris dans ce film, c'est que je trouve que la seule comédienne qui joue à peu près bien dans le film, c'est Sadie Frost, qui joue Lucy. Et là, je la trouve formidable, elle est sensuelle, elle est inquiétante, elle est très très bien. Et tous les autres, je trouve que, y compris Gary Oldman, hein, moi j'aime beaucoup Gary Oldman dans La Taupe et quelques autres films, mais là je trouve que c'est complètement à côté de la plaque. Je parle même pas d'Anthony Hopkins. Je sais pas ce qu'il fait, en gros, parce que Van Helsing, c'était censé être le professeur, le voix de la sagesse, de la raison, etc. Et ce qu'il fait là-dedans, il glousse, il danse, il roule des yeux, etc. Donc c'est extrêmement bizarre la direction d'acteur, alors que Coppola est quand même réputé pour Ken avoir tiré les Russell, meilleures performances t'as vu des des grands films de Ken acteurs. Russell? Ken Russell, c'est comme ça. Oui, mais quand même, c'est Coppola, et Coppola, il a quand même tiré le meilleur de Ah, Brando, c'est-à-dire de excuse-moi, mais Pacino. dans le cas de Hopkins, avant que tu continues sur le casting, dans le cas de Hopkins, il sort effectivement du Silence des Agneaux avec son Oscar, et puis il est tout à fait en liberté. L'autre ne le dirige pas du tout, Coppola, et ça se sent. Il improvise, il fait n'importe quoi, et ça donne une performance qui n'est pas en adéquation avec le reste du film, et surtout quand il est à côté Non. d'un personnage aussi fat que Keanu, dont on va parler également dans quelques instants. On n'a pas cet effet de Kubrick quand il met un acteur excentrique à côté d'un personnage lisse, Mm. mais on a simplement un acteur qui en fait trop et l'autre qui n'existe pas. Ça provoque des malentendus, c'est-à-dire que par exemple, la scène où il plante le pieu dans le cœur de je ne sais plus qui d'ailleurs, de Sadie Sadie Frost Frost, probablement, ouais, et que ça lui ouais, gicle à la figure, et ouais. qu'il est complètement couvert de sang. Moi, j'ai éclaté de rire en voyant ça. Tu vois, ça a un côté Leslie Nielsen dans Mort et heureux de l'être. Beaucoup de fois, on est en bordure de parodie dans le film, effectivement. En particulier, il y a un moment quand même avec les brides, tu sais, les fiancées de Oui. Dracula. Il y a Monica Bellucci parmi les brides. Ouais, ouais. Exactement, qui est magnifique. C'est la Monica Bellucci, c'est Prime Bellucci. C'est le moment où elle ressemble un peu à John Belushi. Elle est vraiment sublime. Qui a refait un film avec Keanu Reeves des Son années après, père. là, qui était la suite Mm. de Matrix. Ouais, c'est ça. Mais Keanu, donc, on peut parler brièvement de Keanu, Philippe. Toi, tu es le seul, tu vas le défendre un peu, tu es le seul à Ouais, l'avoir aimé non, dans le film. j'adore. Non, je trouve que c'est vraiment, franchement, une des pires prestations qu'un acteur puisse donner dans un rôle de jeune premier, quoi. Alors, il paraît qu'en fait, à C'était. la base, Ouais, c'était Johnny voilà. Depp. C'était Johnny Depp, il paraît, qui devait jouer le rôle, puisque à l'époque, il était le petit ami de, Ouais. de,
Winona Ryder, et du coup, quand Winona Ryder quand je veux dire, non, il y a un moment où ils devaient le jouer, après, je crois qu'ils se sont séparés, donc le truc est parti avec l'eau du bain, et ils sont allés chercher Keanu Reeves, effectivement, qui est désastreux dans ce film-là, alors que des fois, bon, moi, je trouve Keanu Reeves C'est-à-dire qu'on a parfois demandé, comme on bien, a quoi. demandé en d'autres temps, tu sais, à l'époque de Rio Bravo, on avait demandé à Howard Hawks d'engager Ricky Nelson. Tout d'un coup, la production lui demande d'engager une matinée idol aussi, et donc il choisit Keanu Reeves, qui est un merveilleux acteur par la suite, qui se découvrira en fait, mais qui ne devrait jamais jouer des films d'époque. I've seen many strange things already. Bloody wolves chasing me through some blue inferno. Comme il a déjà cet accent de surfeur dude californien naturellement, dès qu'il essaye, et il a pris un coach, il s'est battu pour faire cet accent anglais incroyablement ridicule. Les gens s'en moquent. Tu sais, il y a des websites qui cataloguent les accents les plus ratés de l'histoire du cinéma, et lui arrive souvent en numéro 1 dans ce personnage d'anglais victorien, alors que c'est un californien dude, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun rapport avec Harker. Hugh Grant n'était pas connu à l'époque parce que pour moi, Jonathan Harker, c'est Hugh Grant, Ah ouais. tu vois. Bon Oui, casting. Hugh Grant, après, a joué, ou avant, attends, je sais plus exactement, a joué en fait dans une adaptation de Bram Stoker, Le Repère du Ver Blanc, réalisé Russell. par Ken Russell. tu Ken vois. Russell, ça. ouais, c'est vrai. Le seul vrai bon Jonathan Harker, à mon avis, de l'histoire du cinéma, c'est Bruno Gantz dans Gantz. Nosferatu de C'est vrai. Herzog. Là, il était parfait parce il créait un vrai personnage. Il n'était Ouais. pas à égalité avec Kinski, mais pratiquement. Et il Ouais. était intéressant. Il n'était pas juste là pour servir la soupe aux vampires. Et voilà. Mais ce sont des rôles comme Christian dans Cyrano, qui sont très difficiles à faire exister pour un Mm. acteur, puisqu'ils sont effectivement très souvent complètement escamotés par le personnage principal, dont le nom est dans le titre du film ou de la pièce, si tu veux, mais Non, mais il y en a qui certains fait- qui y arrivent très très bien. Enfin, quand je parlais de Ken Russell, là, dont j'ai revu beaucoup de films là récemment, c'est vraiment manifeste dans plein de scènes. C'est-à-dire dans la première scène où tu vois Renfield, Tom Waits, tu vois, filmé au fisheye, par en haut, presque comme un cafard, tu vois. Enfin, pour moi, vraiment, il s'est dit, je vais faire un film de Ken Russell. Et même les moments où tu vois Sadie Frost, là, quand elle est dans la crypte et qu'elle se fait décapiter. Enfin, moi, j'ai pensé à Ken Russell, mais tout le long de C'est ce vrai, film. c'est vrai. Il y a même des plans clipesques un peu, tu vois, où tu as la caméra qui est complètement au plafond, et puis tu vois Gary Oldman là habillé avec façon Prince Vlad, et puis il y a des cierges partout autour de lui, tu te croirais presque dans un clip de police, tu vois. Non, C'est c'est vrai. complètement 90s et c'est complètement Ken Russell. Tu te demandes si ça aurait pas dû être un opéra rock même, tu vois, je veux dire, où à un moment t'aurais eu des chansons, tu vois, t'aurais eu Roger Daltrey jouer, je sais pas qui, tu vois, façon Rocky Horror Picture Show ou Phantom of the Paradise, tu vois. Ah, c'est possible. C'est le côté joyeux bordel du film qui m'a quand même... Pourtant, à la base, j'aime pas spécialement ça. Sauf, je te dis, dans certains Ken Russell... bon, Ken Russell, j'ai des limites. Hein. Par exemple, j'ai essayé de voir Listomania, je sais pas si vous avez vu ça. Qui est quand même, je pense, mon seuil de tolérance, qui Pas est quand vu. même complètement touch, tu vois. Mais moi, j'ai revu, là, Malheur, par exemple. Je sais pas si vous avez vu ça, Malheur, Music Lovers, bien sûr... Je The connais Devil. mal Russell, en fait. Et même Mais mieux Altered que- States, qui est quand Je même connais bien mieux délirant. Kurt Russell. Altered States, comment ça s'appelait en français? Tu sais, le truc sur le mec dans le caisson d'isolation Oui, oui, sensorielle. au-delà du réel. Voilà. C'est ça. Et ce qui est curieux, ça, c'était Arthur Penn qui devait faire ça. J'aurais absolument pas vu Arthur Mm. Penn faire ce film-là, tu vois. Mais voilà, moi, je trouve qu'il y a un côté un petit peu fumette, hein, parce que tu as l'impression par moment, là aussi, qu'on est un peu dans la fumette, hein, quand tu regardes Dracula. Euh, je comprends tout à fait les gens qui aiment pas ça et qui trouvent que c'est grotesque. Mais voilà, moi, la première fois que je l'ai vu, j'avais été complètement déconcerté. C'est-à-dire que je m'attendais absolument pas à ça. Donc, j'avais été un petit peu... Et en le revoyant après, bah, je me suis vraiment mis à l'aimer. Et tu as vu, c'est un film qui se veut très sexuel. Pour les scènes avec Sexy Sadie, justement, et avec Winona, il demande un coach d'intimité.
qui est un truc qui deviendrait courant aujourd'hui. Tu as vu à notre époque sur les plateaux américains et français, bah lui justement, qui a une fille, qui a aussi n'a pas envie de dealer avec ces jeunes femmes qui ont quand même l'air plus vieilles que des adolescentes victoriennes, tu as vu quand même. Mais il a pas envie de dealer avec elle en train de s'embrasser et en train de en train de faire l'amour avec un loup ou une créature qui ressemble plus à Oliver Reed qui est un vampire en fait dans le garou Oui. Bah, en fait, c'est parce que dans le roman, si je me souviens bien, c'est le seul endroit où ils disent qu'il peut se transformer en n'importe quoi. Parce que dans les autres, c'est soit le vampire, soit la chauve-souris, quoi. Enfin, il n'y a pas 36 choix. Là, il y a le brouillard, il y a le loup, il y a les je sais plus rats. quoi encore, la chauve-souris, les rats, Ouais. transformés en rats, enfin, multitude de rats. Malgré l'importance du budget, Coppola décide très vite pour rassurer la production de ne pas tourner en décor naturel et de tout faire en studio. Et le film a presque un côté Dogville, tu vois, tout d'un coup de minimalisme. Et il dit donc à la production design et à l'art director, cet extraordinaire artiste japonais dont je vous dirai le nom dans quelques instants, qu'en fait les acteurs et les costumes deviennent les sets. Et c'est vrai que c'est pour la première fois, on a cette espèce d'esthétique japonisante, japonaise de Dracula qui est magnifique, c'est de cette armure rouge à cette espèce de cape avec cette traîne rouge qui fait que tout d'un coup, on sort de ces Dracula qu'on a vus 1000 fois. Voilà. Depuis Bela Lugosi, même, tu vois, jusqu'à Dan Curtis. Tout d'un coup, parce qu'on est toujours dans Dan Curtis, tu vois ce que je veux dire, c'est cette espèce de Dracula à la télé, tu te rappelles, avec Jack Palance qui faisait un conte Dracula étonnant. Donc, pour sortir de cet univers de fumigène, et ben tout d'un coup, il leur a dit go weird, allez bizarre. Et effectivement, il vire. Déjà, il a un truc Coppola depuis Le Parrain, c'est qu'il vire tout le monde tout le temps. Donc tout le monde est toujours sur la pointe des pieds et en position d'inconfortabilité, tu vois ce que je veux dire. Et là, il vire l'équipe d'effets spéciaux et il engage son fils pour faire finalement du Méliès, quoi. Tu vois, genre un truc, c'est de smoke and mirrors, comme on dit en anglais, de la fumée et des miroirs. Moi, j'aime bien, quoi. Je trouve que ça donne un côté. Après, c'est comme tous les partis pris. Hein. Les partis pris, tu y adhères ou tu y adhères pas. Mais ça donne au film, je trouve, une vraie identité. Il y a un truc que fait Coppola, et c'est peut-être ce qui plaît aussi à Laurent, et c'est parce que c'est la même raison pour laquelle il aime bien Batman Returns. C'est que tout d'un coup, comme on dit en anglais, les swing big. Ils essayent un truc différent et qu'on voit pas d'habitude, si tu veux. Et même s'ils se plantent par moments, tout d'un coup, il y a des moments où tu vois des images effectivement extrêmement originales. Bon, moi, la seule réserve que j'ai effectivement par moment, c'est sur le jeu des acteurs, parce que il essaye de faire distanciation, tu vois, en leur demandant des fois d'être très affectés, tout ça. Et c'est vrai que par moment, ça marche pas toujours, quoi. C'est-à-dire que tu as Gary Oldman qui parle toujours comme s'il allait dégueuler un peu, tu sais, quoi, genre, comme ça. T'as Écoute, qui est on va parler complètement de en Gary Oldman liberté. un petit peu, parce que au départ, il n'est pas le premier choix, Philippe. Tu sais qui voulait. Daniel Day-Lewis? C'est ça. Donc, Daniel Day-Lewis refuse souvent les rôles, mais là, apparemment, il avait joué le rôle au théâtre, tu sais, à Londres. Donc, il voulait pas de nouveau rejouer Dracula, ce qu'on peut comprendre aussi, et surtout, vu Non, mais l'investissement qu'il a dans les rôles. ce qu'il s'est dit, Coppola, c'est que il lui fallait un acteur alcoolique, comme Dracula, c'est, tu vois, il veut du sang, quoi. Donc, Ah, c'est il est drôle. doué comme ça. Donc, Méta-casting. il Ouais. s'est dit qu'un alcoolique pourrait avoir ce côté comme ça, soifard, tu vois, et que ça correspondrait bien à l'idée du vampire. Comme par exemple, hein, ça a souvent été une allégorie. Par exemple, Anne Rice, la romancière de Interview avec le vampire, elle a écrit Interview avec le vampire alors qu'elle était complètement alcoolique. Si tu veux. Donc elle voyait dans le côté pompage du sang l'allégorie de l'alcoolisme. Ah, mais c'est Donc vrai que tous les films de vampires représentent différentes allégories. Comme tu disais, le sida est très présent à l'époque et dans le film aussi, dans et là, celui-là. même Et l'alcoolisme, tu le vois aussi, il y a des trucs sur l'absinthe aussi, tu vois. ouais, mais Oui, c'est ça, vrai. c'est une espèce de. C'est un truc qu'on retrouve dans tous ces metteurs en scène qui veulent faire un peu de l'esbrouf. Dans l'époque victorienne, il y avait les frères Hughes l'avaient fait aussi dans From Hell, tu sais, le film sur Jack l'Éventreur avec Johnny Depp, où on voit ça aussi dans Moulin Rouge. Tout d'un coup, il y a fatalement un passage avec la Alors, fée verte, ouais, The mais moi, Green ce que je trouve, Fairy, tu vois ce que je veux dire? Et c'est c'est un que peu un cliché, ça, quand même, si tu veux, quand même. ce film, ça annonce un peu Baz Luhrmann presque, tu vois, quoi. Je veux dire, il y a un côté, tu pourrais presque te dire, c'est Baz Luhrmann's Dracula, tu vois, quoi. Et tu pourrais imaginer ce que pourrait être le Dracula de Baz Luhrmann. Alors peut-être que ça ferait encore plus, je sais pas, Gay Pride, tu vois, il y aurait un côté plus prononcé encore, je pense, chez Baz Luhrmann. Mais je déteste pas tout, hein, moi, de Baz Luhrmann. Je trouve que Moulin Rouge, moi, par exemple, alors qui est très artificiel Oui, aussi. oui, attends, ne passons pas sur Baz Luhrmann, bien que je trouve que Interview with a Vampire a un côté Baz Luhrmann aussi, je trouve.
Ah Mais non, est-ce que Interview tu avec sais le que vampire, c'est plus réaliste. Enfin, c'est plus une image. C'est pas fait en studio tout le temps comme Moulin Rouge, par exemple, ou comme celui-là, tu vois. non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, au départ, c'est vrai que Coppola est en train de tourner et la presse annonce ça comme le bûcher des vampires, Bonfire of Vampires. Laurent, pour parler un peu de De Palma, c'est que tout le monde annonce que ça va être une catastrophe, alors qu'à l'arrivée, c'est quand même un gros succès. Et Gary Oldman, donc, fait le rôle, mais il dit qu'il avait jamais voulu véritablement jouer le rôle du comte Dracula. I'm waiting for Keanu. All I'm doing is waiting for Keanu because I can start. What are you waiting for Keanu for? Keanu never does anything. You just walk right out of the thing. C'est un acteur qui monte à l'époque, mais c'est la première fois peut être un lead, tout d'un coup, dans une espèce de gros budget, et il va pas refuser, mais il va morfler parce que il joue plein d'incarnations à l'image du comte Dracula. Il Et est il a très beaucoup de bon mal. quand il joue le brouillard vert. Il y a une image de Dracula qui, moi, je pense, correspond bien avec ce qu'était Coppola à l'époque, c'est-à-dire du type sur lequel tout le monde s'acharne, le type qu'on veut faire disparaître, tu vois, Ouais. qui est un peu le mec du nouvel Hollywood, tu vois, qui se retrouve dans un Hollywood qui est plus le sien, tu vois, qui vient d'une autre époque aussi, finalement, tu Au vois. lieu de boire du sang, il boit du vin à Napa Valley dans son vignoble. Et du coup, moi, je trouve que ce personnage qui fuit tout le temps, tu vois, bah, je pense il s'est pas mal projeté là-dedans, comme il s'est projeté dans Michael Corleone et comme il s'est projeté, je pense, dans le colonel Kurtz aussi, tu vois. C'est vrai. Philippe, on continue sur le casting. Gary Oldman, donc, il a des très gros problèmes, comme Nicholson sur le Batman de Burton, a très gros problème avec le latex. Il devient fou. Quand il est en Ouais, vieillard, bah, tu sais, ouais. c'est Greg Cannom fait des magnifiques effets spéciaux de maquillage, de prothèses en latex, etc. Tu sais, et il y a un moment où il est obligé quand il est en vampire, la Bat Creature, il est obligé de se jeter. Gary Oldman commence à devenir fou sous le maquillage pendant la prise, et Greg Cannom est obligé de se jeter sur lui et d'arracher le maquillage petit à petit à cause d'une crise de claustrophobie. Ouais. Il y a En des compte acteurs, tu sais, qui ont arrêté des films en cours à cause de ça. Ah, mais je Genre comprends. le vieil acteur dans La planète des singes. Ah, mais ça, c'était une Et- question de et santé, ouais, ça C'était aussi. Edward Ouais. G. Robinson quand même. C'est ça, Et c'est Edward G. ça. Robinson, Mais il pouvait pas supporter Laurent, le. c'est ça. Mais rien que avant de mettre le maquillage, tu sais, on te met une espèce de moule en latex où on te met deux pailles dans le nez. Tu sais, on Ouais, voit ça sur YouTube, le processus. Mais rien que ça, moi, je deviendrais fou d'avoir cette espèce de je coque. pourrais pas. Non, mais moi, je te dis, je suis assez sensible au film dans le côté excessif, dans le côté un peu décalé par moment, dans le côté bordélique aussi, souvent. Ouais. Euh, Par exemple, même les choix de costumes qui sont quand même assez ridicules par moment. Je veux dire, quand il est Mm. avec son costume violet, ses lunettes à la John Lennon, là, bleu, tu vois, tu as l'impression de voir un rocker je sais pas, de la période glam années 70, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, Mais ça, je trouve que ça colle bien, ça s'intègre ça, je trouve bizarrement. ça plutôt pas mal, mais ça fait partie du look du film qui est très très réussi. Et Hmm. Gary Oldman a souffrait à l'époque, souffrait de pas être assez beau pour le rôle, parce que c'est un Mm. personnage romantique et c'est une histoire d'amour. Or, je trouve que dans la première partie, quand il est, tu sais, dans ce côté moyenâgeux dont tu parlais, où on est presque dans du Kurosawa avec un vampire au début, il est très beau, je trouve, en Vlad l'Empaleur. Vous avez vu qu'il y a Anthony Hopkins dans le prologue qui joue Bien le pauvre, sûr. tu vois, tu te demandes C'est pourquoi. Et ridicule. c'est lui qui Ridicule. raconte le film, non? Puisque la Ouais. voix off au début, Oui, oui. quand il raconte la chute de Constantinople et tout ça, c'est la voix de Tony Hopkins. Et il me semble qu'après, tu n'entends plus la voix off. Donc il y a un choix bizarre d'ouvrir avec un narrateur et c'est complètement abandonné après. Et puis tu vois Anthony Hopkins en pop. Donc tu te dis, est-ce que Van Helsing est aussi la réincarnation du pop? Tu vois, enfin, ça Mm. crée un joyeux Mais ça, bordel. justement, voilà une idée qui n'est pas du tout dans le roman de Bram Stoker et qui est plus un reflet de la momie avec Karloff et qu'on retrouve Mm. aussi dans la momie avec Brendan Fraser, qui trouve justement cet amour qui traverse le temps, cette réincarnation. Donc en fait, il a pris La Belle et la Bête, parce qu'il dit s'être inspiré de Cocteau, on le voit Hmm. d'ailleurs beaucoup dans les images. Il a pris La Belle et la Bête et la momie et il a amené cette image, cette idée de réincarnation, d'un amour qui traverse le temps. Et Gary Oldman a dit qu'il avait accepté le rôle juste uniquement pour dire, soi-disant, I've crossed oceans of times to find you. Crossed oceans of time to find. Qui est une belle réplique, ceci dit. Ouais, ouais, puis bon, bah, moi j'aime bien le début là, quand tu la vois se jeter dans le fleuve, tu vois, cette espèce d'image un peu, t'as l'impression que c'est un livre d'images du 19e siècle, et puis en fait C'est là, beau. Ouais. je sais pas si vous avez vu Pauvre créature, que moi j'ai pas tellement aimé là, de Yorgos Pas Lanthimos. encore.
tout le début où tu vois Emma Stone qui se suicide en se jetant dans la Tamise, mais c'est vraiment filmé exactement pareil, quoi. Tu vois, Ouais, tu sens qu'il ouais. a voulu retrouver un petit peu cette esthétique-là, quoi. Master, I am here. Alors Rainfield, c'est un personnage qui était joué dans l'original, comme je l'avais dit dans la spéciale Rainfield sur le film avec Nicolas Cage, par Dwight Frye, Master, you've come back. qui était quand même extraordinaire dans le film original. Ça fait partie de ces acteurs possédés. Il y avait quelque chose dans les yeux, il était sous morphine, quoi. Il y a quelque chose qui se passait. Et c'est vrai qu'après, il a été joué. C'est Andrew McNichol dans le film de Mel Brooks. C'est ça qui est Génial. formidable. Il est Il est génial dans le extraordinaire. film de Il est Mel Brooks. fantastique. Il est génial. Je voyais un sourire sur ton visage, je savais que tu avais envie d'en parler, Philippe. C'est un génie. Il arrive à éclipser Leslie Nielsen, ce qui n'est pas évident. C'est très Et fort. tu le vois à un moment avaler une araignée. Tu sais, il prend une araignée, il la mange. Et il Mm. fait comme s'il n'avait pas mangé parce qu'il déjeune avec un mec. Et tu as les pattes Mm. de l'araignée qui ressortent alors que lui reste impassible. Tu sais. Bah, J'ai vu qu'il y a Liam Neeson qui vient de reprendre le rôle de Leslie Nielsen dans Y a-t-il un flic Oui. pour sauver le président ou je sais pas quoi, enfin les films où il joue le flic Ouais. foireux. à Là. mon avis, Enfin, c'est un exécutif idiot qui s'est dit leurs noms se ressemblent un peu. Allez, c'est parti. comment tu peux avoir une idée comme ça de casting aussi foireuse, tu vois? Surtout que Neeson, il rigole quand il se brûle, quoi. Tu vois, Jamais. c'est- Ouais. C'est comme Ventura dans le rôle de Drebin, tu vois. Ventura dans le rôle de Clouseau. C'est ça. Charles Bronson, tu vois. Mais donc, Tom Waits, il a un trop petit rôle, malheureusement. À chaque fois qu'il parle, t'as vu Master, Ouais. the pretty girl. On a l'impression qu'il va se mettre à chanter. T'as vu I like my town. Mais là, honnêtement, c'est la liberté totale. C'est-à-dire qu'il lui a même rien dit. Il l'a mis dans le champ, il lui a dit, vas-y, Tom, fais ce que tu as envie, parce que c'est n'importe quoi. N'importe C'est quoi. n'importe quoi. Je crois pas qu'il lui a dit n'importe quoi. Moi, je crois qu'il lui a dit d'y aller comme ça, quoi. C'est-à-dire Ouais. Oui, qu'il ce lui que a- je te dis. Il lui a dit, vas-y, fais comme tu as envie. Mais il a une carrière un peu comme Flea, le mec le bassiste des Red Hot Chili Peppers. C'est un mec qui apparaît de temps en temps dans des films de grands metteurs en scène, avec qui il doit être ami. Et finalement, Oui, ils ont sûrement. une filmographie vachement intéressante à l'arrivée. Qui a un côté, effectivement, comme on disait, un petit peu parodique par moment. Les accents qui sont un peu dans tous les sens, que ce soit Winona, que ce soit Anthony Hopkins, que ce soit Keanu, ils font tous une tentative d'accent étrange. La plupart des personnages secondaires n'existent pas réellement. Et effectivement, tu as au milieu Gary Oldman. Et elle, elle est plutôt bien, je trouve, quand même. Winona Ryder, elle a quand Tu sais, même, elle arrive à... quand t'as Anthony Hopkins qui arrive là pour la première fois au château anglais où il y a Sadie Frost là, en fait c'est l'exorciste, tu le vois arriver Oui, avec ses valises et t'as même la silhouette, enfin c'est vraiment fait oui, pareil. oui. Il y a plusieurs scènes avec Sadie Frost quand elle vomit le sang et tout ça où tu sens franchement qu'il s'est un peu inspiré de l'exorciste et à mort. J'y ai j'avais demandé pensé. une fois à Friedkin ce qu'il pensait du film et il était très très ami avec Coppola, Friedkin. Et il m'avait même raconté qu'une fois, Coppola avait essayé, quand il était jeune, de le caser avec sa sœur. Tu sais, le genre, allez, saute là un peu, elle est chiante en ce moment, tu vois. Enfin, et l'autre, il voulait pas. Mais il avait détesté Dracula. Il m'avait dit qu'il trouvait qu'il fallait, quand on faisait un film d'horreur, il fallait pas se prendre la tête et essayer de raconter l'histoire de la peinture pré-raphaélite, tu vois, comme là. Mhm. Parce que là, t'as Il faut dire que ça des ça fait pas très peur. Et comme je disais à Philippe hors antenne, c'est que ce sont ces histoires comme Tarzan qui sont dans le domaine public qu'on a tellement entendu que comment veux-tu raconter de Je pense façon... pas qu'il cherchait à faire peur, moi, sinon il l'aurait pas fait comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, il y a Mais quand il même des a, moments où... Ouais, mais franchement, moi j'adore le côté décor, carton-pâte, même toute la fin là, qui est quand même un exploit technique quand même là. Quand tu vois les fiacres, il a carrément tourné en studio la poursuite avec la diligence à la fin, tu Ouais. vois. Alors ça devait vraiment être très curieux. Ça, tu ça vois, se quand- sent un petit peu quand même. Tu as quand même toute une fin de film qui traîne un peu avec cette étrange poursuite désincarnée. Et ce film qui traîne un peu en longueur vers la fin, alors Mais il qu'il ne fait fait que... souvent ça, c'est-à-dire, tu vois quand même, il a essayé de refaire le montage parallèle du parrain, tu sais, où il te montrait le mariage Mhm. enfin le baptême du fils du fils de Michael avec le massacre des mecs. Là, tu vois le mariage de Keanu Reeves et de Winona Ryder en parallèle aussi. Tu vois, il essaye de reprendre ses effets de signature un petit peu. On peut parler brièvement du Frankenstein de Branagh qui suit, produit aussi par Coppola, parce qu'avant le Dark Universe qui s'est planté, ils se sont plantés aussi avec leur propre Dark Universe.
Et c'était Mais pas moi, terrible. Frankenstein. j'avais pas détesté mon. Il y a des Enfin, choses intéressantes dedans. Et de Niro, je pense que c'est une performance à revisiter, mais Karloff alors, reste quand même et l'ultime créature. le Frankenstein, ce qui est marrant, c'est que c'était Roman Polanski qui devait le faire normalement, le Frankenstein de Kenneth Branagh, parce Ah ouais. qu'il avait beaucoup aimé le Dracula de Coppola. D'ailleurs, il a repris après pour la neuvième porte le composeur polonais, hein, qui fait pour beaucoup aussi, je trouve, Magnifique Dracula. musique qui aide Voilà. beaucoup le film. Je voudrais faire un shout-out Wojciech. à Romain, non pas Romain Polanski, mais Romain, notre vidéaste. La musique est quand même extraordinaire et je trouve que participe pour beaucoup à l'ambiance du film. Et donc, à la base, donc, Polanski devait faire le Frankenstein qui a été fait après par Branagh. Et lui, il avait prévu de prendre William Dafoe. Tu vois. Waouh. Qui lui-même avait joué Max Schreck, qui jouait Nosferatu. Voilà. Et qui finirait par jouer une espèce de personnage qui est Victor Frankenstein, mais qui ressemble à la créature dans Poor Things, le film avec Emma Stone, Willem Dafoe. Donc la boucle est bouclée. Mais le film était bizarre parce que Kenneth Branagh s'était rêvé en héros hollywoodien. Et tout d'un coup, quand il se mettait à réincarner Robert De Niro, qui était quand même une étrange créature de Frankenstein du Bronx, Kenneth Branagh retirait sa chemise. Parce qu'il avait envie tout d'un coup d'être torse nu, t'as vu? Et il s'était dessiné des abdominaux avec du charbon, ou je sais pas, avec quelque chose Ouais, mais sur le ventre. dans le Frankenstein de Branagh, il y a un côté Ken Russell aussi. Le Ken Russell de Woman in Love par exemple, quand tu vois, t'aurais très bien vu, je sais pas, Richard Chamberlain ou je sais pas quoi, dans C'est le vrai. rôle de Frankenstein Mais fait par Ken Russell. c'est un film qui restera dans l'histoire du cinéma, parce que c'est quand même un film où Robert De Niro assassine John Cleese des Monty Python. Ça, c'est un truc qui se voit pas souvent quand même. Ouais, mais il y avait des belles choses dedans, moi, je trouve. Enfin, tout Oui, était oui, c'est peut-être vrai. pas réussi, mais tous les trucs sur la banquise, là, tout ça qu'on voit au début, là, enfin, je trouvais que, enfin, là aussi, il y avait la volonté de revenir au roman original. Mais il y a un bon Frankenstein que j'avais vu pour la télé, moi, anglais, des années 70, avec le gars de Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli, là, comment, Leonard Whiting. Tu voyais pas Mm. qui c'est? Si, si. Ouais. Et c'était un truc en deux ou trois parties, je me souviens plus, mais qui était une adaptation aussi assez fidèle du roman, hein, et c'était pas mal du tout. Et ce film-là, il a complètement dit, enfin cette série-là, une mini-série comme on dit, hein, il devait y avoir 4 épisodes ou 3, je sais plus, elle a complètement disparu alors que c'était vachement bien, je me souviens. Et je me souviens qu'ils avaient, dans cette série, cette mini-série, ils avaient pris le parti pris de ne pas rendre le monstre monstrueux. C'est-à-dire qu'en Voilà. fait, il avait juste des gros sourcils Et le je sais pas monstre, quoi. et il était plutôt très beau au début, je me souviens. C'était Mm. l'ancien mec de Jacqueline Bisset, là, comment il s'appelait cet acteur? Vincent Michael Pérez. Sarrazin. Michael Michael Sarrazin. Sarrazin. Ouais. Ah, parce que Vincent Pérez a joué aussi, je crois, la créature de Frankenstein. Ah bon? Et Bon. il était aussi avec Jacqueline Bisset, ouais. Ouais. Il y a une question que je voulais poser à vous deux, parce que vous êtes scénaristes. C'est, est-ce que ça vous intéresse? Parce que dans celui-là, on nous dit, ce qui n'est pas du tout dans le livre de Bram Stoker, que Dracula, donc, vient de Vlad l'Empaleur, qui a fait un pacte avec le diable, un pacte faustien. Mm. Est-ce que ça vous plaît, tout d'un coup, quand on explique, c'est le principe de la préquelle, l'origine, ce qu'ils ont fait dans Dracula Untold aussi, dans le Dark Universe, quand on explique l'origine des méchants, ou est-ce que vous préférez un méchant qui n'a pas d'origine, comme le Joker, qui est juste tombé dans une vanne d'acide, et on ne sait pas véritablement qui il était avant? Moi, je Ouais, déteste. Je déteste qu'on me dise ça, comme je détestais tu sais, la préquelle de Hannibal Lecter, qui Ouais, racontait comment il est devenu cannibale, etc. Moi, ouais. j'aime pas du tout ça. Je veux voir. Moi, ce que j'aime, c'est voir les méchants monstrueux par le regard des héros du film. Donc, Ouais. on n'a pas à savoir d'où ils viennent, pourquoi ils font ça, etc. Et sinon, ça enlève tout le mystère, bien sûr, mais tout le jus, tu vois, tout le truc Mais est-ce que qui c'est fait pas, peur. je suis complètement d'accord avec toi, mais est-ce que c'est pas non plus au cas par cas? Parce que tout d'un coup, tu as un personnage comme Norman Bates, où on voit la douleur par laquelle il est passé avec sa mère et tout ça, on voit un petit peu quand même son background, qui il Oui, est. mais on Et tout n'avait d'un pas coup, tu as des besoin de personnages la. comme le Joker ou dans Funny Games, je dis n'importe quoi, qui sont le mal absolu, et tu n'as pas Oui. véritablement d'avoir d'explication ou d'avoir un Non. background de parents qui les battaient, ou ils sont simplement mauvais, evil. Tu vois ce que je veux Oui, c'est dire? comme tu parles de psychose, mais est-ce qu'on avait besoin de la scène du psychiatre à la fin qui nous raconte la vie de Norman Bates? Non. C'est On a vrai. Qu'est-ce que t'en conclu penses, par Laurent, de cette nous-mêmes. scène? Moi, j'ai fini par l'aimer, cette scène. Qu'est-ce que t'en Ah non, penses, non, Laurent? la scène dans Psychose,
Ouais, Ouais. Oh non, moi je pense que je suis d'accord avec Philippe. Je pense que c'était fait pour ouais, rassurer le public à l'époque, pour dire que c'est Norman ça. Bates était bien un taré, tu vois, et que ça pouvait pas arriver au bon Américain qui allait à la messe et qui se comportait bien avec Mm. ses parents, ou avec. Ouais, C'était vraiment fait pour montrer le freak, tu vois. c'est vrai, Mais le c'est vrai. problème, c'est William Goldman, il m'avait raconté que quand il trouvait qu'il n'y avait pas un plus grand film que Psychose avec autant de défauts de scénario. Tu vois, qu'il disait que d'être arrivé à faire un film comme ça avec des défauts de C'est vrai, scénario pareils, c'est vrai. c'était quand même pas donné à tout le monde. Moi, j'ai quand même aimé tout ce passage en Transylvanie, qui est Ah, moi, très, j'aime très bien, ouais. Mm. ouais, très, Mhm. très inspiré des toiles de. Tu parlais de Gustave Doré, mais Klimt aussi. À la fin, on verrait qu'il a cette magnifique robe de Klimt. Et Et c'est ce moi, vieil homme, il est moi, j'aime bien extraordinaire quand avec il y a son chignon. le fiacre qui vient le chercher, tu sais, et j'ai l'impression que c'est Gary Oldman qui joue le Oui, C'est cocher aussi. oui, lui. oui, Non, oui, c'est bien lui. sûr. Tu sais, quand Je t'as Mais c'est une confirme. tradition, hein. C'est une tradition depuis Nosferatu. la main C'est qui Gary prend Oldman, enfin Ah, c'est c'est Dracula génial. qui conduit la carriole. Génial. Mais je l'effet crois où que c'est tu as dans le l'impression roman. que C'est dans le roman. la main du cocher, tu as l'impression qu'elle fait 3 kilomètres, tu sais, Oui. genre, elle arrive sur Kenny Reeves pour le foutre dans le... Et après, l'autre qui regarde par la fenêtre par la portière du fiacre et qui voit le précipice, tu sais. Mais moi, j'aime bien tous ces trucs-là, quoi. Ah, j'adore. Et en plus, donc ce personnage de conducteur de fiacre a un look à la Giger. Vous avez vu avec ce casque Ouais. extraordinaire. Oui, Il puis y a toujours ce il a un côté. bec, tu vois. Ouais, ouais, non, il y a une ambiance quand même extraordinaire à ce niveau-là. Et c'est vrai que tout ce voyage jusqu'au château est quand même assez magique et que tous ces effets spéciaux, toute cette ambiance, on est dans le truc au début, quoi. Ça marche. Et quand Ouais. arrive ce personnage de Gary Oldman en vieil homme, moi, ça m'a fait penser. En fait, j'avais pas jamais pensé à ça avant, mais ça m'a fait penser au Casanova de Fellini, ce Un look, peu, ouais, ouais, ouais. ouais, Ouais. et à Salieri. C'est un mélange des deux. Quand je Et les c'est ai vrai Et vus, que t'as vu qu'il y a un côté humoristique quand même assez marqué quand il sert du vin à Jonathan Harker au début, et il dit ouais. vous ne buvez pas, et Dracula fait And I never drink wine. Mais ça, c'est dans Lugosi, c'est dans l'original. Aren't you drinking? I never drink. Why? Ça fait partie des passages obligés pour un acteur qui va jouer le rôle. Si tout d'un coup, Mm. Gary Oldman s'est retrouvé dans la position de dire une réplique, parce qu'il disait qu'il il était fasciné par la performance de Lugosi qui était possédé, qui était hanté. C'était peut-être la Mm. morphine justement à l'époque, ou je sais pas Mm. quoi, mais parce qu'il était accro, comme on l'a vu dans Ed Wood. Mais toujours est-il que là, il l'a dit à plat. T'as vu, il l'a dit doux. Et c'est un petit peu comme Craig dans Casino Royale quand il lit The Name's Bond, James Bond. Il le dit sans donner aucun effet, sans essayer de faire justement Il a juste tisser. laissé ce très longtemps entre I don't Ouais, drink c'est ça. wine. Ouais, mais ça c'est obligé Ouais. parce qu'il y a trois petits points qui Ouais. pèsent lourd dans un script là. je me souviens de la réaction de la salle quand j'avais vu le film. Moi, je me souviens en projection de presse à l'époque. Et quand tu voyais l'autre qui arrive avec son chignon et sa robe rouge et tout, mais la salle a éclaté de rire, je me Ah souviens, oui, quoi. moi aussi, hein, à la revoyure, j'ai encore éclaté de rire. Donc tu te dis quand même, il n'est pas complètement con, Coppola, il devait quand même avoir conscience de ça. Et Friedkin, il m'avait dit, en fait, le problème de Francis, c'est qu'il ne sait pas comment faire un film d'horreur parce que ça l'intéresse pas. Donc en fait, il a Bah, foutu son comme attention. Kubrick avec The Shining, ça l'intéressait pas le côté film d'horreur, c'était autre Oui, oui, chose. je crois que. D'ailleurs, le Ouais. film est assez raté, Shining, sur le plan horrifique. Enfin, ça fait plus rigoler qu'autre chose. Ça te fait penser après, mais ça te fait pas sauter de frayeur dans ton Non. fauteuil. Les gens qui m'expliquent que on en a déjà parlé 20 fois entre nous, Ouais. mais les gens qui expliquent que Shining est le film le plus terrifiant de l'histoire du cinéma, j'ai jamais bien compris, moi. Non, je suis d'accord. Philippe, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est une belle idée, je trouve, de scénariste, ça, parce que c'est le fait que tout d'un coup, tout se dérègle quand Dracula est présent. Tu vois, son ombre, tout d'un coup, la Oui, réalité oui. est complètement altérée en présence de ce vampire qui est une créature d'une autre dimension, d'une autre planète, presque. Ça, c'est génial, je trouve. Oui, oui, ça c'est très Cocteau aussi. Tu sais, quand on voit l'ombre qui fait d'autres Ouais, mouvements que c'est le vrai. possesseur C'est de l'ombre, vrai. qui apparaît là où on l'attend pas, etc. Il y a plein de trucs Exactement. visuels simples, hein, c'est très simple à faire et tout ça, mais qui sont efficaces. Et c'est vrai que il vient d'une autre dimension, et ça, c'est, oui, oui, ça se sent très fort. Mais d'ailleurs, Ouais. ce qui est drôle, c'est qu'en en reparlant avec vous et après l'avoir vu, je crois, la semaine dernière, je me dis, en fait, je l'aime bien ce film. Ce que j'aime pas, c'est les comédiens, c'est la direction d'acteurs. Tu vois, mais tout le côté excessif, too much, kitsch, etc., j'aime plutôt très bien, tu vois. Bah oui.
Mais il y a des moments, des dérapages dans le jeu des Il y a, acteurs. il y a des dans moments quand même, Laurent, quand on est dans l'asile avec, par exemple, Tom Waits, c'est qu'il y a ces gardes qui ont des cages sur la tête. Oui, T'as l'impression d'être un peu dans du théâtre avant-garde, quand même, c'est ça. sous acide, quoi. Exactement. Et c'est Ouais, c'est le c'est même ça. genre c'est le même genre de ridicule un peu que l'Exorciste 2, par exemple, tu vois, quoi. Oui, C'est-à-dire que oui. les scènes en Éthiopie, là, où tu vois Richard Burton qui manque à la... Bah, dans Ouais. le château de Vlad, là, il y a un côté comme ça, un peu, tu vois, et les James Earl Jones dans L'Hérétique, tu vois, cette espèce de vision complètement... tout le film est tourné en studio, L'Hérétique aussi, tu vois, donc Ouais. ça donne au film un cachet qui est à la fois, bon, en tant que suite de l'Exorciste, c'est complètement raté, complètement ridicule, mais quelque part, tu peux pas le dégager comme ça, parce qu'il y a un cachet visuel, il y a un style quand même qui le rend quand même assez unique. C'est-à-dire, c'est pas le nanar que tu Non, vois enfin, quand tu compares au dernier Exorciste là, qui est sorti il y a pas longtemps, tu vois. C'est quand même un film qui a une identité visuelle, si tu veux, quoi. Donc après, tu on sais peut à quoi ça m'a fait penser, le style de Dracula? Ça m'a fait penser, je sais pas si vous vous en souvenez, à L'importance est d'aimer de Zulawski. Il y a un moment, il y a une représentation de Richard III sur scène, où ils avaient fait genre théâtre d'avant-garde avec des cordes qui pendaient du plafond, Kinski avec des costumes complètement bizarres, etc. Et ça me fait penser à ça, Dracula, tu vois, tout le monde hurlait, tout le monde, il y avait des ombres projetées sur les murs et tout. C'est vraiment proche d'une espèce de théâtre bizarroïde, tu vois. Ouais, bah il y avait déjà Kinski, tu vois, quoi. Oui. C'est vrai. Non, non, absolument. À votre avis, qui pourrait jouer Dracula aujourd'hui? C'est dur à caster Bah, comme rôle. Daniel Day-Lewis encore. Ouais, mais il est un peu vieux et il s'est Mais il est retiré de vieux, Dracula. l'acting. Il est vieux, Dracula. Ouais, c'est vrai, il a une moustache. Comme on disait dans un film de Jess Franco, Mm. Christopher Lee, qui est peut-être un des plus grands, ou sinon le plus grand Dracula de l'histoire du cinéma dans la Hammer. J'ai jamais aimé, moi, Christopher Lee en Dracula, j'ai jamais fonctionné, pas une Non, moi, j'ai seconde. jamais aimé non plus. Ouais. Moi, devinez qui est mon Dracula préféré? Moi, c'est Nicolas Cage dans Rainfield. Oh, sans blague. Je m'y attendais pas du tout, alors. Moi, j'ai regardé, il y a eu une série Netflix, Dracula, qui est nullissime. J'ai regardé Ah que oui, un c'est horrible, épisode c'est horrible. avec le gars qui joue dans The Square, là, Claes Bang, tu vois. Ah C'est bon? lui qui fait Dracula, mais c'est pathétique. Waouh. Oui. T'as Luc Besson qui va faire un Dracula, quoi. Tu vois, quoi. Ah oui, c'est vrai, avec l'acteur, avec Landry Jones, qui est un bon acteur d'ailleurs. J'ai pas vu Dogman, mais il était très bien dans Three Billboards. À mon avis, ça va être désastreux, je pense. Est-ce qu'on a besoin d'un autre Dracula? Mais enfin bon, c'est comme maintenant, c'est devenu comme le Joker, ou tu vois, comme c'est ces personnages qui. Ouais, c'est difficile aujourd'hui, justement, à adapter de nos jours le vampire, parce que ça a été tellement fait que ça va être assez compliqué, quoi. Parce que c'est. Non, franchement, qui a peur des vampires? Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais trouvé que ça faisait peur. Je me souviens d'une fois une interview de Travolta qui racontait que Tarantino avait voulu au départ, en fait, vous voulez pas lui proposer Pulp Fiction, il voulait lui proposer le truc qu'a fait Georges Clooney, là, tu sais, sur espèce de nanar, avec Salma Hayek, là, comment ça s'appelle, tu sais, là, Ah le oui, film, oui, le film de vampire From mexicain. Dusk Till Dawn. Ah Voilà. oui. Travolta avait dit, putain, on m'avait vendu ce mec comme le gars qui pouvait faire redémarrer ma carrière. Et il se disait, mais il y a rien qui m'intéresse moins que les films de vampires, si tu veux. Donc je lui avais dit, mais non, je peux. Tu sais que Travolta, on lui avait proposé l'entretien avec le Interview, vampire à l'époque ouais, où de la stat. Ouais. non, Louis. On lui avait proposé de faire Louis. Ah, Et c'est il ça. a toujours détesté les films de vampires. Il y croit pas. Et donc le mec avait dit à Tarantino, bon, écoute, je suis désolé, c'est sympa qu'on se soit vu, mais bon, voilà. Et l'autre lui a dit, attends, il y a peut-être un autre truc. Alors, c'est l'histoire d'un gangster héroïnomane. Mais tu vois comment les films se font des fois, quoi. Tu vois. C'est drôle. Et maintenant, que celui qui a encore quelque chose à dire sur Dracula le dise, ou qu'il se taise à tout jamais et retourne On dans peut son dire, moi je cercueil. pense qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent que c'est un film qui est aussi nul qu'il est excellent. Et ça, les voilà bien avancés. Voilà. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Comme cette émission et comme ce show. Bah, et en tout cas, un truc avec Coppola qu'il faut quand même. Alors, je sais pas s'il y a d'autres réalisateurs comme ça, mais c'est un type en fait qui change quasiment de style à chaque film. C'est-à-dire que c'est impossible de voir un film de Coppola et de se dire ah c'est du Coppola. Tu vois comme quand tu vois du Kubrick ou quand tu vois même du Scorsese. Tu vois où il y a pas des effets de signature. Il y a pas tu regardes Rumblefish.
tu regardes Le Parrain, tu regardes Dracula, Apocalypse Now, le truc, l'horrible machin, la One from the Heart. C'est jamais le même style, quoi. Tu vois, il a pas une signature pour un grand cinéaste, parce que c'est quand même un type qui a fait trois, quatre des plus grands films de l'histoire du cinéma. Je dis, c'est curieux quand même d'avoir il change de style à chaque film. Spielberg est un peu comme ça aussi, mais Spielberg, il y a des fois des effets de signature plus marqués. Mais chez Coppola, franchement, c'est assez frappant de voir. Tu vois, même Outsiders, c'est un style complètement différent de Rumblefish. On a l'impression qu'il essaye à chaque fois de changer Mhm. complètement la donne. C'est vrai. Donc, Tétro, c'est bien, vous l'avez vu? non, pas vu Tétro, c'est celui-là. vachement intéressant. Alors Ouais. moi, comme j'avais tourné en Argentine, c'est un truc qui m'a touché, enfin parce que j'ai retrouvé exactement le dépaysement et l'ambiance qu'il y a à Buenos Aires et tout ça. Bien, merci mes cinébuddies pour notre carapate dans les Carpates. On se retrouve dans quelques... On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez Kinopod. Et surtout, n'oubliez pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne La Bracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alors, Laurent Vachon, bonjour chez vous. Philippe Sedbon, listen to them, the children of the night. What a mess they make. C'est là une réplique du Mel Brooks. Bravo. Parce que les chauves-souris ont chié partout. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast who never drinks. Fine. Et maintenant, une petite, non pas chanson pour changer, mais une plaisanterie que j'avais préparée pour Jeff, mais que je vais vous raconter en son honneur. Une histoire drôle, une histoire carambar un peu que j'ai créée pour vous. Euh, Est-ce que vous savez pourquoi le vampire marseillais est mort dans son cercueil? Oula, je sens le pire là. Le vampire. Vas-y. Car il a mangé de l'aioli. Oh là 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 là. Oh putain.